Moi, c'est Lina Azerouk, je suis étudiante et alternante, je suis développeuse chez Fundimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aléatoire, de comment justement démystifier l'aléatoire. J'ai choisi ce sujet-là parce que l'an dernier, j'ai travaillé sur un projet où on devait coder un jeu de dés en utilisant un générateur aléatoire, et à un moment donné, on voulait justement prédire les valeurs des dés. Je vais du coup introduire un petit contexte. On ne va pas vraiment s'intéresser au jeu, mais on va surtout s'intéresser à l'aléatoire, comment il est construit et comment on va l'utiliser. Donc si on suppose qu'on a un jeu de dés en ligne et on veut gagner la partie, c'est-à-dire on veut à un moment donné prédire les valeurs des dés, et du coup la seule information dont on aura besoin, c'est le langage dans lequel il est codé ce jeu. Nous, on va partir sur du Java, mais le principe et l'idée restent la même. Sur un autre langage, sur du C ou même du Python ou du C#. Donc pour générer ces valeurs-là, on va les construire à partir d'une fonction qui s'appelle nextInt. Donc c'est une fonction Java dans la bibliothèque random de Java. Encore une fois, on ne va pas s'attarder sur comment sont construites ces valeurs-là. Ça va être trop long. Alors, du coup, on va se rendre compte que l'aléatoire en réalité n'existe pas. Avec nos machines, les machines qu'on a, les machines classiques, on ne peut pas faire un aléatoire parfait. Nos machines sont déterministes et donc l'aléatoire qu'on va construire, il est déterministe. Dire qu'un aléatoire est vraiment parfait, c'est vraiment avoir une suite de valeurs, une suite de chiffres qui est imprévisible et qui est dépourvue de toute régularité. Donc chaque valeur est complètement indépendante de l'autre. Par contre, ce qui est utilisé pour avoir un semblant d'aléatoire, c'est les générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Donc c'est des générateurs, c'est des fonctions qui vont envoyer des valeurs qui vont sembler aléatoires, mais en réalité non. C'est des valeurs déterministes. On aura plusieurs types de générateurs pseudo-aléatoires. On a le Mersenne Twister qui est utilisé en Python, et on a aussi les générateurs concurrentiels linéaires qu'on va retrouver notamment en C, en C# ou encore en Java. Et je vous rappelle qu'au début, j'ai dit qu'on va se focaliser principalement sur du Java. Donc, comme son nom l'indique, c'est une suite linéaire, tout simplement. On a un terme suivant qui dépend d'un terme précédent. Et on aura besoin aussi d'une valeur de départ, la graine, ou seed, en anglais. Donc cette graine, c'est une graine de départ. Elle est basée sur leur système de Java en nanosecond. Et on a aussi des constantes qui sont publiques. Donc en réalité, on a toutes les informations qui vont nous permettre de retrouver cette fameuse graine. La graine, on ne la connaît pas, et on veut la retrouver, et on va se rendre compte qu'on a une formule, des constantes publiques. Si je me rends sur la bibliothèque random de Java, je vais retrouver en dur les valeurs de A, C et M, et la formule qui va me permettre de calculer tous les autres termes. Et la seule information qui me manque en réalité, c'est cette fameuse graine qui est sur 48 bits. En fait, on aura une information partielle sur cette graine-là. Donc on a juste 32 bits. Les valeurs des constantes, elles vont différer d'un langage à un autre. Donc les constantes qui sont utilisées en Java, elles diffèrent de celles qui sont utilisées en C ou en C# ou d'autres langages. Et Donald Knuth, donc c'est un mathématicien et informaticien, il a écrit un livre qui s'appelle The Art of Computer Programming. Et sur le volume 2, il va introduire plein de critères sur comment justement choisir ces constantes-là. Parce qu'on peut choisir des constantes n'importe comment. Là, par exemple, j'ai choisi, toujours sur la même formule, j'ai pris ces constantes-là, A égale à 2, C égale à 1, et M égale à 5. C'est un générateur, mais c'est un très très mauvais générateur parce que j'ai toujours la même suite, et une suite pas vraiment variée. Donc on aura à l'infini 1, 3, 2, 0, 1, 3, 2, 0 à l'infini.
Et donc, pour récapituler, on aura plein de failles. On va retrouver plein de failles dans ces générateurs-là. Dans un premier temps, les patterns sont récurrents, les valeurs des constantes sont publiques, la formule est publique, et en plus, la graine n'est pas aussi aléatoire que ça, et elle est prédictible. Donc on va se dire comment on va chercher la graine, comment on va la retrouver. Je vous rappelle que la graine, elle est sur 48 bits, et nous, on cherche la graine, elle est sur 48 bits, et la valeur qui est retournée par notre générateur est sur 32. Donc en gros, les 16 bits, ils sont cachés. Pour retrouver justement la graine là au milieu, on aura besoin de uniquement 2 valeurs consécutives de notre générateur, x0 et x1, qui sont sur 32 bits. On va calculer la graine qui est sur 48 bits et prédire la suite des valeurs. Je vais reparler, à partir de mon jeu, je vais traduire chaque dé avec sa représentation binaire, mais je ne vais pas m'attarder sur ça, ça va être un peu long. En gros, on va supposer qu'on a les 2 valeurs x1 et x0 et x1, et après, on va tout simplement utiliser un algorithme brute force. En utilisant la formule, on va rajouter 16 bits. On va tester tous les cas, de 0 jusqu'à 2 puissance 16. Et à un moment donné, on va retrouver la graine qui est en vert là. Voilà, en vert. Et qui va vérifier l'équation. Tout simplement. Et ça, là, j'ai un petit exemple. Je reprends les valeurs de tout à l'heure, x0, x1. Je retrouve ma graine sur 48 bits et je peux calculer toutes les autres valeurs que mon générateur va me renvoyer. Donc je peux tout prédire, je peux prédire toutes les valeurs. Il me faut là j'ai un... Du coup, pour retrouver la graine, j'ai besoin... j'ai utilisé un code, un script en Python. Je lui ai donné les 2 valeurs x0 et x1 et en 10 lignes, je peux retrouver ma graine et prédire toutes les autres valeurs. Pour conclure, tout ça pour dire qu'en réalité, nos générateurs, ils ne sont pas aussi performants. On a le Mersenne Twister, mais qui n'est pas vraiment linéaire, qui envoie des valeurs, des séquences de valeurs avec des périodes assez longues. Mais des fois, on a besoin de faire un aléatoire parfait. Et pour ça, des sources d'entropie sont intégrées. Mais ça reste très coûteux, notamment, le bruit thermique, parce que le bruit thermique de l'environnement, c'est une valeur qui est aléatoire et qui va être calculée et prise en compte. Elle va être traitée pour être utilisée et utilisée pour faire de l'aléatoire parfait, notamment en crypto. Voilà pour moi, ça sera tout. Merci. Est-ce que tu peux creuser sur l'aléatoire parfait là, ça a l'air incroyable. J'ai pas trop d'infos. J'ai pas vraiment d'infos sur l'aléatoire parfait, mais je sais que, il y a des sources d'entropie qui sont utilisées justement pour faire un aléatoire parfait. Voilà. Pour répondre un peu à la question, du coup, sur les sources qu'il peut y avoir, un exemple que moi j'aime beaucoup, je ne sais plus quel fournisseur de cloud faisait ça, mais dans leur entrée, ils avaient des centaines, voire des milliers de lampes à lave. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trucs des années 80 en fait, où du coup vous avez un petit bout de cire qui chauffe et il se refroidit et retombe en fait. Et il se trouve que ça, c'est relativement aléatoire. Aucune lampe, en fonction de sa position dans la pièce, etc., va avoir exactement le même mouvement au même moment. Et du coup, ils avaient un mur rempli de ça dans leur entrée et c'est ça qui leur servait de générateur de nombres aléatoires. En gros, n'importe quoi qui crée de l'entropie, donc souvent on veut des choses très naturelles et très imprévisibles en fait. Donc tout ce qui est informatique ou numérique, etc., déjà on oublie. Donc ce qui marche très bien, c'est les choses sur la température ou même limite mettre une caméra qui filme les insectes qui passent devant chez toi, etc. C'est une source d'entropie et tu peux imaginer plein de systèmes comme ça. Et je pense que si vous cherchez sur Internet source d'entropie pour aléatoire parfait, vous allez trouver plein d'exemples rigolos comme ça parce que il y a vraiment des gens qui se cassent la tête pour trouver ces sources d'entropie parce que c'est extrêmement dur d'avoir des choses imprévisibles, surtout en numérique. Voilà. C'était Cloudflare qui avait ça. Si vous tapez Cloudflare lava lampe, lava wall, vous avez ça sur Google Images.
Donc grosso modo, ce que tu nous as montré, c'est que tu as un générateur aléatoire où on prend une seed et puis après il y a une suite pseudo-aléatoire. Et donc tu arrivé à retrouver à partir du X1, X2 la seed. Est-ce que du coup tu es garanti de trouver la seed ou est-ce que tu pourrais avoir deux fois des X1, X2 qui seraient similaires? Du coup, est-ce que tu as un peu plus de détails sur cette série chaotique et les valeurs qu'elle peut générer En fait, là, on est sûr d'avoir une seule solution. On ne peut pas retrouver deux sites différentes. C'était ça la question? Ouais, c'est ça, exactement. Deux sites différentes sont garantis de générer un X1 et X2 différents? Deux sites différents? Parce que j'imagine qu'on pourrait avoir plusieurs solutions, de genre ça te génère un 0 et un 3, d'avoir qu'il y a deux sites différents qui génèrent un 0 et un 3. Après, ce serait différent, évidemment, mais que les deux premiers seraient exactement les mêmes. Les deux premières valeurs de la suite seraient les mêmes pour deux sites différentes. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, en fait. Je sais pas aussi. Non, je crois pas. Ok. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'une entreprise se dit « moi j'ai besoin d'aléatoire parfait » Genre, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se contenter d'aléatoire comme tu nous as montré? Est-ce qu'il est prédictible? Mais genre dans quel cas est-ce que c'est vraiment... Dans quel cas il est nécessaire? Ouais. Oui. Dans la crypto, parce qu'on a besoin de clés qui doivent être vraiment différentes l'une de l'autre et on doit avoir aucun lien entre une clé et une autre. Ok.